Bonjour à tous, je suis Pascal Ludigol, je suis le Country Manager de WatchGuard France et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très large et en même temps très précis, qui est la cybersécurité des PME. Ce qui fait deux gros mots dans la même phrase, pour commencer, c'est beaucoup, mais je vais essayer d'expliquer un peu la problématique, la spécificité, parce que justement c'est un marché qui est spécifique et qu'on ne doit pas traiter comme le reste du marché en termes au niveau de la cybersécurité, et puis des approches pour l'adresser, et puis si possible l'adresser bien. Parce que malheureusement, il est mal adressé. Chloé, tu te tais, ça me fait afficher des choses. Attendez, je vais le couper. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je préfère, c'est plus cool. Sinon, je peux les prendre à la fin, mais en vrai, si c'est dans le live, c'est mieux. On va commencer par quelques petits rappels sur ce qui arrive aux PME en termes de cybersécurité, et puis on parlera après des différentes approches dans un deuxième temps. Bon. Il marchait tout à l'heure, mais... Ah non, c'est pour ça. Premier rappel, j'aime bien me baser sur des faits. Ça, c'est statistique de l'INSEE. Vous avez en rose les micro-entreprises en France, en gris les PME, et ensuite les ETI, et ensuite les grandes entreprises, en termes de ratio. Donc effectivement, la sécurité des PME en France, c'est un vrai sujet, parce que c'est ce qu'il y a le plus en France. En nombre de salariés, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Ici en rose, vous avez les micro-entreprises, en gris les PME, en jaune les ETI et en bleu les grands comptes. Vous voyez que les grands comptes, au final, même si quand on parle de cybersécurité, on parle souvent d'eux, représentent en termes de nombre de salariés ça fait 25%, entre 25 et 30%. Et puis en termes de valeur ajoutée, pareil, vous voyez qu'une grosse partie de la valeur ajoutée qui est faite en France, elle est faite par notre tissu des PME, des micro-entreprises et des ETI. Donc c'est un sujet qui est stratégiquement hyper important et malheureusement pas traité avec cette importance-là. Deuxième statistique qui vient de l'ANSSI, c'est le dernier rapport de l'ANSSI. 2024, vous avez ici 37% des attaques répertoriées par l'ANSSI, soyons précis, qui sont sur des PME et 17 sur des collectivités. Donc si vous additionnez les deux, vous voyez combien ça fait par rapport aux proportions d'attaques qu'il y a en France, et qui sont, en tout cas celles qui sont remontées à l'ANSSI, ils en reçoivent maintenant de plus en plus quand même. Donc, et vous voyez l'évolution avec l'année précédente. Donc ça veut dire que notre tissu de PME en France, il est un peu matraqué, très clairement. Et pour plein de raisons que je vais essayer d'expliquer là, sur pourquoi ils sont matraqués et comment on fait pour que ça ne soit plus le cas, ou au moins qu'elles soient protégées correctement. Ce qui en rajoute, pardon Alex, c'est un peu le traitement qui en est fait de la presse, ou plutôt, devrais-je dire, la majorité du temps du non-traitement, c'est-à-dire qu'on parle rarement des attaques sur les PME, et quand on parle d'attaques sur la PME, c'est ça. C'est un rebond pour frapper une cible plus importante. Donc là, pour faire croire à la PME qu'elle n'est pas visée, là on est tranquille. Ou, et vous allez penser que je suis contradictoire, c'est une cible. Pourquoi, à votre avis, la deuxième assertion est fausse? La digestion, c'est compliqué. Hein. Vous êtes d'accord avec ce que dit la deuxième assertion, la PME est ciblée? En fait, tout le monde est ciblé, en vrai, personne n'est ciblé. C'est-à-dire que la majorité des attaques sont des attaques opportunistes. C'est dans le même rapport de l'ANSSI, il le précise, et puis il l'avait dit déjà l'année d'avant, ils l'ont dit l'année d'avant, et ils ne cessent de le répéter. Et malgré tout, c'est traité différemment. C'est qu'effectivement, la majorité de ces attaques sont des attaques opportunistes. On verra un peu les cycles des cybercriminels et pourquoi ils en arrivent au fait que ça soit opportuniste. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si on ne comprend pas ça, si les PME elles-mêmes ne comprennent pas ça, elles n'ont aucune raison de se protéger au bon niveau de protection. Puisqu'elles se disent, moi je suis une petite boîte en Alsace, aucune raison que le pirate m'en veuille, ou qu'il me connaisse. Donc allez,
je vais mettre un firewall et puis un antivirus comme on se protégeait il y a 15 ans, et puis ça suffit. Parce que c'est encore malheureusement beaucoup le cas. Et il faut vraiment arriver à casser ça. Les pirates aujourd'hui, et en vrai, ça a toujours été le cas. Moi, je suis dans la cyber depuis... non, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps. Mais ça a toujours été le cas. Les attaques sur les PME ont toujours été opportunistes. Ça leur tombe dessus, et c'est pas de bol, mais bien souvent, le pirate qui leur tombe dessus, au début, ne savait pas qui c'était. Et après, va le découvrir. C'est souvent aussi le cas dans des comptes plus gros. Ah bah tiens, c'est un hôpital, mais on ne savait pas forcément que c'était un hôpital. C'est juste que voilà, on est parti d'une fuite de données, d'un login qu'on a racheté, on a testé, on a réussi à rentrer, et puis après on voit où on est. Donc ça c'est pour moi c'est crucial, c'est à la base des choses. Et malheureusement, dans le traitement qu'il y a dans la presse, on n'a pas ce rendu, et ça pose un problème essentiel de perception. Pour les dirigeants de PME qui déjà de base ne sont pas sensibilisés à la cyber et après qui dans la presse globale ne vont pas voir qu'ils sont concernés plus que ça. Donc il n'y a aucune raison que ça les mette, que ça leur fasse peur ou que ça leur fasse prendre conscience de ce qu'ils ont à faire sur le sujet. Sans compter que, j'en parle aussi souvent, la partie formation cyber en France, aujourd'hui, elle est inexistante en termes de formation citoyenne. On parle très peu de cybersécurité. Il faut arriver dans des écoles informatiques pour qu'on commence, et encore, à parler cybersécurité. J'ai mon frère qui est développeur et la sécurité, c'est le truc qui les embête pour parler gentiment. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça déjà, ce contexte de non-sensibilisation qui fait que c'est problématique, et si on rajoute le fait qu'en termes de visibilité, elle est nulle ou pas placée là où il faut, on a un vrai gros problème pour convaincre. La vraie façon de comprendre la cyber, c'est ça. Parce qu'il est vrai que tout est bon dans le piratage, pardon, je m'étais trompé, c'est le piratage. Mais si j'ai pris ça, c'est parce que il y a une vraie logique dedans. Dans le cochon, tout est bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toujours trouver une partie qui est intéressante. Les pirates, dans une PME, vont toujours trouver une partie qui est intéressante. Ils vont y faire du phishing, ils vont y mettre du ransomware, forcément ça c'est le truc que tout le monde connaît, mais pas uniquement. Ils vont voler des logins, et croyez-moi, ils vont avoir aucun problème à les revendre. Ils vont voler des données, et ils vont avoir aucun problème à les revendre. Ils vont faire l'accès initial et revendre cet accès initial à d'autres cybercriminels, et ils vont avoir aucun problème à le revendre. Donc en fait, il y a tout un écosystème comme ça. Alors oui, j'ai mis un paquet d'attaques, mais parce qu'elles sont effectives et réelles dans le monde de la PME. Des arnaques au changement de RIB. Celle-là me plaît bien. Le spear phishing avec IA, ce qui est quand même relativement récent. Mais tout le monde sait ce que c'est que du spear phishing? Non? Qui parle anglais? Ça veut dire quoi, spear? C'est du phishing ciblé. Alors, ça ne correspond pas à ce que je disais avant. On est d'accord. Sauf que, quand vous rachetez de la fuite de données, et que vous avez des données d'un email, de données d'un utilisateur, grâce à de l'IA, vous pouvez construire en fait des phishing assez simplement. Aujourd'hui, et aller cibler toutes les données que vous avez recueillies de ces utilisateurs-là, y compris des gens qui travaillent dans des PME. Donc effectivement, ils ne sont pas ciblés, mais l'IA fait qu'elle est capable de prendre une tonne de données et en faire des emails designés spécifiquement pour des personnes. Je ne sais pas, on sait que telle personne, on a son mail, on a son IBAN et on sait qu'elle est abonnée à Netflix. Je vous laisse deviner à quoi va ressembler le phishing. Et donc on peut faire, paradoxalement, du phishing ciblé, opportuniste. Vous me suivez? Celui qui ne suit pas, il peut sortir, parce que la suite va falloir s'accrocher. Botnet. Est-ce que quelqu'un sait encore ce que c'est qu'un botnet? Personne? Un robot. Ouais. C'est un robot 24 sur 24 qui va chercher, qui attaque, en fait, qui dort, et qui se réveille lorsque le pirate le réveille pour une attaque précise. Ouais. Et de quoi est constitué ce robot? De zombies, de machines zombies qui sont les machines
toutes les personnes qui sont Exactement. des modèles. Donc des machines dans des PME ou chez des particuliers qui sont piratées sans que l'utilisateur ne le sache et qui vont servir à elle à faire d'autres attaques. Extorsion, ça c'est plus récent, mais il y en a de plus en plus. Extorsion par menace à divulgation des données. On vous a volé vos données, on va les divulguer, donc payez-nous. Y compris, et c'est là où ça devient tordu, quand on n'a pas volé les données, mais qu'on fait croire qu'on les a volées. Ça est arrivé récemment pas mal. Et là, ça devient compliqué. Hein. C'est de l'ingénierie sociale d'ingénierie sociale. Arnaque au faux virement, ça c'est classique. Exploitation de vulnérabilité, on le sous-estime souvent, mais voilà. Alors je ne vais pas citer des vulnérabilités d'autres éditeurs parce que c'est moche, mais vous en connaissez tous. Et ça peut rentrer par là. Destruction de données, tout simplement. Atteinte à la réputation également. Et j'ai repris un petit dessin que j'ai trouvé intéressant qui montre en fait l'écosystème cybercriminel actuel et qui en fait explique qu'on est vraiment dans une industrie de la criminalité cyber, que tout est imbriqué et que là où avant dans les débuts le pirate il faisait un peu tout et puis fallait qu'il trouve sa rentabilité dans ce qu'il faisait, aujourd'hui en fait ils se sont spécialisés et ils vont se revendre les uns les autres jusqu'à ce que ça fasse l'argent qu'ils veulent. Donc plein de gens aujourd'hui qui font de la fuite de données, qui ne vont pas toucher à du ransomware, ils vont juste faire de la fuite de données parce qu'ils savent que ces bases de données-là, ils vont pouvoir le vendre et le rentabiliser. Donc quand une PME pense que le seul truc qui va leur faire mal, c'est le ransomware parce que ça va leur bloquer le réseau, le problème c'est que non, il y a plein d'autres sources de revenus, on va le dire comme ça, pour les pirates. Et pour les groupes de pirates, dont chacun a sa spécialité et qui forment un écosystème et qui se revendent les choses. Voilà, le vendeur d'accès initiaux. Petit exemple de vendeur d'accès initiaux, c'est Emotet. Si vous ne connaissez pas Emotet, allez voir, c'est rigolo. C'est un gang qui s'est fait taper d'ailleurs par Europol, qui s'est fait démanteler, oui, et qui est revenu après, 6 mois après, qui s'est fait redropper par des gens qui se sont eux-mêmes refait démanteler après. Donc c'est assez rigolo. Bon, ça c'est un autre sujet, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que sinon c'est pas fini. Mais effectivement, après il y a la justice et la police qui fait son travail pour essayer de démanteler tout le réseau. Mais soyons clairs, ne faut pas espérer que ça va assainir la cybersécurité. Enfin, sinon on n'aurait plus de drogue dans le monde, si on savait que ça marche. Puis alors pour le coup, un pirate informatique qui devient boulanger, j'en connais pas beaucoup. En général, se recyclent bien entre eux. Donc ça c'est intéressant et il faut que les PME comprennent qu'en fait elles sont pris dans ce circuit-là, que leurs données à eux ou peu importe ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant chez eux est intéressant pour les pirates. Et si on veut s'en donner la preuve, en vrai une PME elle est là aussi pour avoir un revenu, payer des gens, donc ça veut dire qu'elle a une valeur ajoutée. S'il y a une valeur ajoutée, c'est que le pirate va la trouver. Souvent d'ailleurs pour convaincre une PME, d'ailleurs pour convaincre tout le monde, le mieux c'est de trouver la valeur de l'entreprise, ce qui est vraiment précieux. Ça peut être de la production, un arrêt de prod leur ferait très mal, ça peut être des plans, ça peut être un process industriel, ça peut être plein de choses. Et souvent en fait les dirigeants n'ont pas forcément intégré en fait, ce qui est vraiment important pour eux. Et le simple fait de leur poser la question déclenche un certain nombre de prises de conscience. Bon, je ne vous fais pas tout le schéma, parce que sinon on a qu'une heure là. Enfin même pas une heure, on a une demi-heure. Alors un peu de pub pour nous, pour WatchGuard, parce qu'on a fait un petit sondage, parce que justement on était intéressés pour savoir ce que les PME pensent quand on leur pose un certain nombre de questions. Donc on a fait un sondage avec OpinionWay. Donc le sondage, et je dis bien c'est un sondage, ce ne sont pas des statistiques. Le sondage, c'était 300 PME, entre 100 et 300 personnes, donc des PME de cœur de PME. Et il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui font très mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de TPE de 5 ou 10 postes, qui ont été capables de répondre, qui ne sont pas tous équipés de firewall ou d'antivirus. Je rappelle qu'un firewall, un antivirus, il y a 15 ans, on se sécurisait comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont même pas au niveau où on se sécurisait il y a 15 ans, avec des pirates d'aujourd'hui. Donc je vous laisse imaginer, voilà. Donc s'ils ne sont pas fait taper, c'est juste, on appelle ça, je crois que la définition du terme, ça s'appelle de la chance, mais pas autrement. Okay.
Et paradoxalement, des gens qui veulent mettre du NDR ou des technologies un peu avancées de cyber dans la PME. C'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment sur un monde de la PME aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, on est vraiment sur un monde à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des PME qui ont pris conscience, et en général, si vous leur posez la question, c'est souvent celles qui se sont fait taper. Une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer quand même. Il y en a qui apprennent pas, ça arrive. Dans la vie, il y a des gens, on leur tape dessus et ils recommencent quand même. Mais il y en a qui comprennent. Donc il y a tout un tas de PME qui ont compris, qui ont mis un certain nombre de budgets, alors qui n'ont pas forcément le budget tout de suite, mais qui vont échelonner et qui vont s'équiper. Et puis il y a l'autre monde. Sauf que l'autre monde, c'était le monde d'avant où on disait non, les gens ne comprennent pas l'intérêt de la cyber. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. C'est les gens qui comprennent l'intérêt de la cyber, mais qui ne veulent pas le voir. Non, je ne veux pas l'entendre. Mais des gens qui ne sont vraiment pas sensibilisés du tout. Il faut vivre dans une grotte. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je raconte? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est comme ça que c'est le plus drôle, c'est quand vous n'êtes pas d'accord. Moi j'ai une question par rapport à la statistique que vous avez fait. Sondage. Sondage, pardon. 5 juillet, 16 juillet, donc je suppose peut-être de l'année dernière, ouais. Avec les perspectives de Nice 2 qui arrivaient, Ouais. avec des secteurs de PME qui Ouais. seront aussi... Ouais. Est-ce que vous aviez une vision de dire mais les PME qui pourraient être concernées par Nice 2, c'était mieux que les PME? J'en parle après. J'en parle dans la fin de la présentation de Nice 2 et des PME. Mais pour répondre à la question, là sur ce slide, j'ai ce qu'il faut. Regardez ça. On a quand même posé la question des gens qui allaient se mettre en conformité à RGPD. Il y en a 60 qui nous disent ouais, on va le faire. Les gars, ça devrait être fait déjà en fait. Elle était très drôle cette question. Enfin, on ne s'attendait pas à la réponse en vrai. Mais la réponse à cette question, elle est. En fait, je pourrais m'arrêter là sur la présentation. Cette réponse-là, elle est flagrante. Bah non, mais c'est pour tout le monde, c'est maintenant. Enfin, c'est pas maintenant, c'était il y a quelques années déjà. Donc voilà. On va espérer que Nice 2, ça se fasse pas pareil. Mais c'est mal pareil quand même. Sans vouloir. Voilà. Bon, je ne vous détaille pas toutes les statistiques. Il y a une statistique néanmoins qui est la bonne nouvelle. Mais je ne vais pas vous la donner tout de suite parce que c'est pas drôle. Dans ce contexte-là, on a quand même un paquet de contraintes qu'on n'a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas sur de l'ETI un peu conséquente et qu'on n'a pas sur du grand compte. Déjà, on parle à des gens qui n'ont pas les compétences cyber. Donc, convaincre quelqu'un sur un sujet dont ils n'ont pas la compétence, même s'il y a un niveau de sensibilisation, bah, c'est compliqué. Il me faut du NDR, pas du NDR, dans quel contexte? Je mets de l'EDR, du MDR. Alors, en plus, avec les terminologies du domaine de la cyber que vous connaissez, c'est l'enfer. Mais ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique. On voit souvent le cas, une PME qui va recevoir plusieurs devis. Ben, comment elle tranche entre plusieurs devis de prestataires si elle n'a pas la compétence pour trancher? C'est compliqué. Donc on est dans ce contexte-là. Dans un grand compte, ce n'est pas le cas. Le RSSI, il va à toutes les conférences, il connaît tous les domaines, y compris celui qui n'est pas encore arrivé. Donc c'est tranquille. Mais dans la PME, ce n'est pas le cas. Il y a un niveau de PME où il n'y a même pas de responsable informatique, et puis il y a un niveau de PME où le responsable informatique, il fait tout et il n'a pas le temps de faire de la veille en cyber. Donc c'est compliqué. On a des prestataires informatiques de PME qui sont généralement plutôt généralistes, alors qui développent les compétences cyber de plus en plus, mais comme ils peuvent, parce qu'on a un manque de talent, on a un manque de formation, le recrutement, j'en parle pas, j'en connais quelques-uns dans la salle, si on parle recrutement, ça va, ça va pleurer. C'est très très compliqué en France de recruter les bons talents, et en plus de ça, dans la PME, on ne peut pas se permettre d'avoir un spécialiste cyber. Le gars, il doit pouvoir installer plein de choses en même temps lors du déploiement, et aussi parler cyber. Et là, on est sur, en termes de formation, avant de trouver quelqu'un qui sort d'école et qui est formé là-dessus, bah, bonne chance. Donc ça, c'est aussi un gros problème. La sensibilisation, j'en parlais. La sensibilisation, elle est clairement défaillante, pour moi, dès l'école. À l'école, on devrait... J'ai un collègue qui dit, pour conduire une voiture, on passe un permis. Pourquoi est-ce que l'informatique, c'est la seule chose où on ne passe pas de permis, en fait? On fait des choses un peu importantes avec un ordinateur. Il y aura des cours d'IA en 4e, Pascal. Ah, super. Et en seconde. On va apprendre à ne plus réfléchir. C'est ça que tu es en train de me dire. Merci. Tu enfonces le clou. S'ils leur apprennent à utiliser ChatGPT, ça pourrait...
Déjà, j'ai un problème. Ouais. Comment ils vont leur apprendre aussi ça. Bref. Après, ça remplace pas tout. Et puis, le dernier qui n'est pas les moindres, c'est les budgets. Alors bon, les budgets, c'est relatif parce que souvent, ça se débloque par magie. Vous avez déjà, si vous connaissez le sujet, parfois, non, le budget, il n'y en a pas. Non, on n'a pas les sous. Ah, on s'est fait taper. Bon, alors on va investir maintenant. C'est trop tard, hein, bien sûr. Mais voilà, je vois des hochements de tête de gens qui connaissent. Après, on le voit quand même d'expérience dans ce monde à deux vitesses, donc dans le monde qui veut s'équiper. On voit quand même les bonnes volontés et puis quand même des limites de budget qui font que, non, la même année, je ne vais pas faire mon EDR, mon MDR, mon XDR et mon NDR dans la même année. Je n'ai pas le budget, donc je vais attendre et je vais échelonner. Donc ça a un impact. Et le pirate n'attend pas, lui, mais la contrainte de budget, on peut la comprendre. La bonne nouvelle, la voilà, c'est que dans le même sondage, on a quand même des PME qui nous disent qu'elles ont confiance dans leurs prestataires pour gérer leur cyber. C'est-à-dire que certes, elles ne comprennent pas tout les tenants et les aboutissants de la complexité du monde de la cyber, mais il y a une confiance, souvent régionale, parce que la PME française, elle est en région, et Paris est une région. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a cette confiance entre le prestataire de service et l'entreprise locale qui fait qu'au final, moi je crois fondamentalement que la solution, si on peut penser à une solution, elle passe exclusivement par les prestataires de service, par les intégrateurs, par les MSP, etc. C'est eux qui ont la confiance. Vous, si vous en êtes, ou si vous êtes client, c'est l'inverse. C'est à eux de propager, on va le dire comme ça, de propager la bonne parole de la cybersécurité et l'état de l'art de la cyber. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça. D'ailleurs, l'état de l'art, merci pour NIS 2, c'est ce qu'il y a dans NIS 2. C'est-à-dire que NIS 2 n'impose pas d'être au taquet de toutes les choses cyber, elle impose d'être dans l'état de l'art de la cyber. Et on a besoin, je pense, d'aider nos prestataires de PME pour faire en sorte que les PME soient dans l'état de l'art de la cyber. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord ? Ouais, vas-y. C'est la confiance, c'est une fausse confiance, parce qu'aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, ils n'ont pas les compétences en interne et la maturité, donc ils ne peuvent que faire confiance, parce que de toute façon, ils ont choisi potentiellement ce prestataire, ils se disent, mais oui, ils vont être bons si on a en sécurité, mais dans la réalité, ils n'ont aucun moyen de pour moi, il y a les deux situations. Il y a la situation, effectivement, de la PME qui n'a pas le choix que de faire confiance, parce que de toute manière, elle ne sait pas faire, voilà. Mais il y a aussi quand même pas mal de prestataires qui ont gagné cette confiance dans le temps, à gérer leurs clients, à bien les gérer. Il y a les deux pans de la même pièce. Parce que par exemple, entre des RSI, des DSI qui font aussi de la sécurité, mais qui n'ont pas cette expertise de sécurité, on voit aussi pas mal de prestataires qui, de fait, sont obligés d'aller à la sécurité sans avoir des équipes. Et donc, ils donnent une certaine confiance à leurs clients PME, mais sans avoir vraiment de se dire, mais le jour où j'ai une vraie cyberattaque, est-ce qu'il va savoir? Il est obligé de faire confiance. Ouais. C'est aussi cette difficulté. Et c'est en ça que je dis qu'il faut aider ces prestataires. Et que notre salut passe par là. Si nos prestataires ne sont pas au taquet sur la cyber, nos PME ne seront pas au taquet. Donc on a besoin que tout l'écosystème en fait évolue ensemble. Et les éditeurs comme nous, on a aussi notre responsabilité pour aider les prestataires qui vont aider les PME et ainsi de suite. C'est toute une chaîne en fait qui doit s'établir. Et cette chaîne-là aujourd'hui, elle fonctionne par endroits, elle est défaillante par d'autres. C'est-à-dire que pour ceux qui sont prestataires dans la salle, vous avez tous vécu des dossiers où vous avez rendu votre dossier et puis vous avez peur de perdre le dossier et du coup, vous n'allez peut-être pas mettre la suite complète de sécurité parce que vous savez que le concurrent, il va taper bas dans les prix. Et du coup, ça joue sur deux prix et non pas sur un besoin client. On ne répond pas à un besoin, on essaye de gagner un client. Et ce côté commercial de l'affaire ne rend pas la chose facile. On peut faire aussi le mea culpa chez les éditeurs. Quand vous avez des firewalls avec plusieurs suites de sécurité, en vrai, ça ne devrait pas exister. La seule suite de sécurité qui devrait exister, c'est celle qui sécurise bien, pas celle qui sécurise un peu moins bien. Or, on en a. C'est pas un discours qui passe beaucoup, ça, mais c'est pourtant une réalité. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour se protéger de ça ? C'est quoi ça ? Le mitre. C'est quoi le mitre ? Référentiel anglo-saxon. Ok. Au-delà
d'une entreprise, c'est avant tout un travail qui a été fait sur des techniques et des procédures des pirates et qui sont référencées dans cette matrice, qu'on appelle la matrice du Mitre. Donc c'est le Mitre qui la travaille. C'est pas nous qui le faisons, c'est des anglo-saxons. Alors pas que, c'est un travail mondial. Dès qu'il y a des nouvelles TTP qui sont trouvées quelque part dans le monde, elles sont intégrées dans le Mitre, mais le travail est collégial. C'est eux qui gardent le référentiel, mais c'est collégial. D'ailleurs, ils sont ravis quand quelqu'un d'autre nourrit leur travail et qu'ils peuvent le compléter. Donc, C'est pas ça que les Américains ils ont voulu arrêter il y a un mois? Non. Des subventions. Non, ça c'est les CVE. Le Mitre gère la matrice du Mitre, donc ce qu'on appelle le Mitre Attack, et gère aussi, pas tout seul, mais est dans la chaîne de la gestion des CVE. La gestion des CVE, c'est les vulnérabilités officielles mondiales, et ils n'ont pas voulu l'arrêter, c'est juste qu'il y avait une reconduction, du renouvellement du contrat entre le CISA américain et le Mitre, et que comme M. Trump était tombé sur le CISA pour leur couper un peu de budget, il y a eu une incertitude sur le fait que le CISA allait continuer à financer le Donc Mitre. c'était pas ça, s'ils avaient arrêté le CVE. Mais il ne l'aurait pas arrêté. Si le CISA a bien précisé et l'a recommuniqué, il faut arrêter les fantasmes, ils auraient continué le Mitre. Alors en l'occurrence, les CVE du Mitre, c'est ce qu'on a effectivement du point de vue américain. On a maintenant aussi, grâce à NIS2, l'équivalent EUVD, donc qui est une base européenne des vulnérabilités. Donc de toute manière, c'est un travail qui est collégial. Les CVE, ils ne sont pas faits que par le Mitre, il y a plein d'entités CVE qui ont le droit d'éditer des CVE et qui sont partout dans le monde. Donc c'est comme si on avait coupé la tête d'une hydre, je ne suis pas sûr qu'elle serait morte. Je voulais surtout dire que l'ANSSI, elle a découpé en 4 colonnes et là... L'ANSSI a simplifié, mais l'ANSSI se repose là-dessus Oui, mais dans le détail. n'est pas établie automatiquement pour pouvoir passer le référentiel de l'ANSSI à cette référence qui, elle, est documentée et alimentée automatiquement. Oui, peu importe. Ça ne va pas changer mon propos, pour le coup. Là-dedans, ce qui est intéressant, c'est il faut comprendre comment ça marche. On part de l'entrée du réseau et on va jusqu'à l'impact. L'impact, c'est souvent ce qu'on connaît. Là-dedans, il y a le ransomware, là-dedans, il y a la fuite de données, etc. Pour arriver à l'impact, il faut arriver à partir de là et avancer jusque-là. Un pirate, en gros, son boulot, c'est ça. Quand je dis un pirate, c'est faux. C'est l'enchaînement des cybercriminels qui vont agir dans cet écosystème. On peut avoir quelqu'un qui fait la reconnaissance et qui va réussir à rentrer, genre un émotet à l'époque, puis qui va revendre ça à un autre pirate qui lui va continuer et ainsi de suite. Donc en fait c'est l'enchaînement des pirates qui vont arriver jusqu'au bout et qui à la fin vont faire les différents impacts. D'ailleurs si vous cherchez les différents impacts dans la matrice du Mitre Attack, c'est bien fait. Vol financier, disk wipe, enfin on voit tout. Comment on fait pour se protéger de ça du coup? Avec des produits, avec des technologies, avec des process, avec des humains. Donc il y a tout un écosystème qui vont s'emparer. Et ce qu'on va faire souvent, alors dans les plus grands comptes, c'est que chacune de ces cases, on va s'en préoccuper. En grand compte, chacune de ces cases est importante. Il faut s'assurer qu'il y a un niveau de protection de cette case-là. Parfois, il y a même des réunions spécifiques qui sont faites sur telle ou telle case parce qu'on sait qu'on n'est pas assez protégé et que ça peut mettre à risque. À l'évidence, c'est un travail en PME. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire parce que on ne sait pas le faire, on n'a pas le temps de le faire, c'est pas rentable de le faire et le client n'a pas le budget pour l'acheter. Donc on ne fait pas ce travail. Donc on va reposer sur d'autres choses. C'est en partie le travail de WatchGuard de faire ça avec ses partenaires, mais aussi d'autres éditeurs. On va essayer de trouver une autre façon de le faire en PME. Vous montrer quand même quelque chose. Si on met du MFA, on va protéger de ce genre de choses. Si on met du NDR, on va protéger de ce genre de choses. Si on met un EDR, on va protéger de ce genre de choses. Vous voyez d'ailleurs, l'EDR, il est très central dans les attaques du Mitre. Et le firewall, lui, il est très sur les côtés. Et on peut en déduire des choses. Je crois qu'il y a un petit acteur dans l'informatique qui dit qu'avec son EDR, il n'y a pas tellement besoin de firewall. Je crois qu'il s'appelle Micro quelque chose. Ça doit finir en soft, je crois. Regardez, Mitre, l'EDR, quel que soit l'éditeur, ça c'est le nôtre, mais ça pourrait être celui à peu près n'importe quel éditeur. Et ça c'est le firewall. Alors ça protège de la même chose ou pas?
Bah non. C'est factuel, c'est technique, ça ne protège pas de la même chose. Et c'est logique. Le firewall va protéger des systèmes d'exploitation. L'EDR, il est au-dessus du système d'exploitation. Si on peut toucher le système d'exploitation, l'EDR, il a du mal. D'ailleurs, il y a des techniques pour bypasser les EDR qui sont basées là-dessus. Donc non, il faut les deux. Et ça permet d'éviter, d'ailleurs, maîtriser la matrice du mitre ou le référentiel de l'ANSI, peu importe. C'est le principe. Permet d'éviter justement de se prendre les discours marketing et de mieux comprendre en fait comment marchent les choses. La cyber, c'est technique avant tout. Mais en plus de ça, donc là c'est le mitre attaque, et ben chaque technique a des sous-techniques. Oui, celle-là c'est la version simplifiée. La version réelle, en fait, vous cliquez sur chaque case. La matrice du mitre, quand vous allez sur le site, vous pouvez cliquer sur chaque case, ça la dépile, vous pouvez regarder la sous-technique. C'est hyper bien fait. C'est hyper. Alors bon, il faut connaître un peu le domaine, mais voilà, on voit les différents types de scanning, etc. Donc il y a des sous-attaques surtout. Donc, quand on va vouloir protéger une PME, ce qu'on va faire, le vrai travail pour sécuriser une PME, c'est de faire du coloriage. C'est ça notre métier. On fait du coloriage, et puis vous avez vu, on est sympa parce qu'on ne dépasse pas. Mais c'est ni plus ni moins que ça. Et ce coloriage, on doit le faire à l'insu du plein gré des PME. C'est-à-dire on doit le colorier le plus possible, autant qu'on peut. Et en ce faisant, on sait que la PME sera moins attaquable. Alors il n'y a pas de 100%, hein, soyons clairs, mais c'est important. Pour faire ce coloriage, il y a deux approches possibles, à mon sens. Alors, c'est un peu vulgarisé, des gens plus pointus me diraient qu'il y a plein de variantes possibles, etc. Mais moi, je le vois en deux axes séparés. En termes d'approche, il y a l'approche, voilà comment on fait dans le grand compte, on va essayer de faire pareil en PME. Donc, on va mettre un SIEM pour collecter les logs, on va essayer de corréler tout ça, on va essayer de mettre des gens derrière les logs et essayer de trouver les attaques. On va mettre un SOR, un CTI, etc. Enfin, si vous ne connaissez pas les termes, c'est pas grave, c'est pas fait pour être compris. Mais ça, c'est l'approche plutôt grand compte qui va descendre. Malheureusement, ça revient à faire un peu le coloriage à la grand compte que je disais. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement cher. Et du coup, c'est difficile à accepter par les PME, sauf celles qui sont débordantes de budget. Il y en a beaucoup. Non, je plaisante. L'autre approche, c'est de se dire, non, on va faire un truc pour la PME, by design. Et il y a une vague comme ça, dont on fait partie WatchGuard, mais on n'est pas les seuls à faire ça, qui est la vague d'avoir une démarche de protection unifiée, donc avec des produits qui sont dans la même console et qui vont se parler par défaut, parce que de toute manière, c'est ceux du même éditeur. Et d'autres éditeurs que moi pourraient dire la même chose, hein. Vous pouvez faire un copier-coller sur certains de mes concurrents. Mais c'est une vague aujourd'hui sur la PME et qui s'amplifie, qu'on voit bien évoluer, et qui va permettre de faire ce coloriage avec le prestataire sur la partie service et avec nos produits sur la partie produit, à l'insu du plein gré du client, sans qu'il le veuille. On va essayer de colorier le plus possible. Et donc on va faire, dans cette démarche unifiée, on va faire de l'XDR, parce que c'est nécessaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on ne veut pas faire de la démarche grand compte, parce que la démarche grand compte, ça revient à avoir plein de produits, mettre tout ça dans un puits de log, un SIEM, et d'essayer d'avoir plein de monde qui traite tout ça, et on n'a pas plein de monde. On n'a pas plein de monde, on n'a pas plein de temps, on n'a pas plein de budget. Donc on ne sait pas le faire. Donc le XDR apporte cette solution à ça, c'est que ça va corréler avec de l'IA automatiquement les événements, les télémétries des différents produits. Pas juste, quand l'XDR est bien fait, pas juste les conclusions de chaque produit, mais également les télémétries de base de chaque produit. Il y a un exemple que je prends depuis longtemps pour expliquer le XDR. Après quelques années, je ne sais toujours pas s'il fonctionne ou pas, mais je vais le retenter. Vous me direz. Prenez une machine qui se met à chiffrer des choses. C'est malsain, c'est pas malsain? C'est du chiffrement. Une machine fait du chiffrement pour plein de choses saines, mais ça pourrait être aussi malsain. Mais si on n'a que ça comme télémétrie, on n'en sait pas plus. Si au même moment sur le firewall, venant de cette machine, il y a une connexion qui est une connexion vers un serveur de command and control, qui donc appartient à des groupes cybercriminels, ça vous donne quoi comme information à vous, à votre cerveau quand je vous le dis?
que le chiffrement qui est en cours, il pue un peu quand même. Il faudrait regarder. Et ça, c'est de la corrélation de télémétrie de produits qui sont différents. Le XDR, c'est ça. C'est chaque produit indépendamment, il va avoir du mal à trancher, mais si on les met en relation, là, les choses deviennent beaucoup plus évidentes. Alors, j'ai souvent entendu ça, donc je suis obligé de faire un slide dessus. Le XDR, c'est marketing, tout le monde fait du XDR. Alors, il est vrai que beaucoup de gens font du marketing avec le XDR. Ça ne veut pas dire que le XDR, c'est marketing, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas bijectif. Le XDR, c'est avant tout extrêmement technique. Le XDR, c'est comment on fait ce coloriage et comment on amplifie ce coloriage en partageant les télémétries, en essayant de voir des choses qu'on ne voit pas si chaque produit regarde de son côté. Donc non, le XDR, c'est avant tout technique. Après qu'effectivement, certains acteurs se disent « Bon, nous, on fait du XDR avec nous-mêmes », j'entends, mais là, c'est du marketing. Ça ne veut pas dire que le XDR, c'est du marketing. Alors, c'est sûr que c'est difficile de jeter la pierre sur un marché qui invente un nouveau concept tous les 4 matins. XDR, MDR, NDR, ITDR, EDR, EPDR, SIEM, SOR, etc. Au bout d'un moment, c'est compliqué de suivre. Mais en attendant, chacun de ces thèmes est hyper technique. Et si on veut bien donner le sens aux mots qu'ils ont, on devrait pouvoir éviter d'utiliser des mots qui n'ont pas de sens. Mais oui, c'est sûr, ne serait-ce que l'EDR. Aujourd'hui, on a plein d'EDR sur le marché. Le scope fonctionnel de chacun n'est pas le même. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de référentiel. Quand il y a des tests, et notamment, pardon, je suis désolé, je les cite beaucoup, mais il y a le test du Mitre sur les EDR. C'est des gens très actifs dans la cyber, donc ils ont fait un test. Malheureusement, leur test est mal interprété par l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire qu'ils précisent bien que ce n'est pas un ranking entre les éditeurs, et que ce que font les éditeurs, ouais, on est premier. Et puis d'ailleurs, tout le monde est premier, c'est ça c'est magnifique. donc ouais, on est sur un marché qui est un peu compliqué, parce que tout le monde essaye de faire un peu de bruit, et y compris en perdant le sens des choses. Sauf que le XDR, c'est ça. Le XDR, c'est extrêmement technique. C'est comment je fais pour colorier, et colorier le plus précisément possible. C'est-à-dire que je vais d'abord essayer d'adresser la case de l'attaque, mais ensuite les sous-techniques qui vont avec. Parce que si je colorie la case parce que j'ai une sous-technique, mais que j'ai l'autre sous-technique où je ne m'en protège pas, je serais toujours mieux protégé que quelqu'un qui ne la colorie pas, mais voilà. Et le XDR va participer de ce coloriage. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec des produits WatchGuard, pour exemple. Alors, normalement, il y en a qui doivent me tacler dans la salle. J'attends le tacle. Non, il ne vient pas. Vous avez peur, vous avez raison. Effectivement, il y a du blanc, parfois. Parfois, ce n'est pas notre métier. Quand c'est de la partie sauvegarde, on n'a pas de sauvegarde. Parfois, c'est des TTP qui dépendent de services. Et nous, on ne fait pas le service, c'est nos prestataires, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec nos produits et services, qui sera complété potentiellement par le prestataire ou par d'autres produits. Donc, c'est vraiment une approche... je regarde le timing parce que je n'ai pas du tout regardé l'heure. 13. Et j'ai jusqu'à... Ok, il faut que je fasse vite quand même. Donc l'approche unifiée, c'est une plateforme unique en mode MSP pour les partenaires qui veulent le faire sur plein de clients différents avec des économies d'échelle. C'est pas juste de la corrélation d'éléments, c'est-à-dire que dans la même console, j'ai mes produits avec le même look and feel. Si on est formé sur la console, on est formé sur les autres. Donc c'est vraiment important. La corrélation et les remédiations sont automatisables, et ça c'est hyper important dans la PME, justement parce qu'on a ce problème de rentabilité, et avec des coûts bundlisés, maîtrisés et abordables. Alors, je réponds à la question. Et NIS2 dans tout ça. NIS2 à la base, tout le monde connaît NIS2, ou je récap en 30 secondes. NIS2, c'est pour harmoniser le niveau de cyber de certains domaines critiques stratégiques en Europe. Sachant qu'aujourd'hui, les niveaux sont très disparates en Europe. Si on veut faire une Europe forte en cybersécurité, il faut un peu se bouger. Donc NIS2, c'est super pour ça, parce que ça met un référentiel de base pour que tout le monde s'y mette. Tout le monde, pas nécessairement, ceux qui tombent sur les critères de NIS2. Ça doit aller jusqu'où ? Là, c'est un peu plus flou. Ça doit aller jusqu'à... ça, c'est donc une citation de la loi. D'ailleurs, je vous recommande de la lire ce soir quand vous rentrez, s'il vous plaît. Elle est lisible. Alors, autant Dora, je ne vous le conseille pas, autant NIS2, c'est lisible. En vrai, il y a un chapitre avec 15 lignes.
qui est réellement intéressant, parce que c'est les prérequis techniques. Les prérequis techniques dans NIS 2, ça tient sur ça, 15 lignes, pas plus. En gros, ce qui est demandé, c'est le niveau de sécurité adapté aux risques existants en tenant compte de l'état des connaissances ainsi que du coût de mise en œuvre. Alors avec ça, c'est pourtant NIS 2. Alors il y a quelques contraintes qui sont factuelles comme le MFA, il faut mettre du MFA, ça c'est clair dans les 15 lignes en question. C'est une analyse de risque qui est derrière. C'est-à-dire que si on a une bonne analyse de risque, on va adapter la réponse en conséquence. C'était fait par l'ANSSI dans ce... Alors NIS 2 n'a pas été fait par l'ANSSI. Je veux dire, la NIS 2 s'inspire de cette démarche où l'ANSSI quand même était précurseur et a accentué ce virage. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon. Mais l'état de l'art de la connaissance, l'ANSSI le met en évidence sur son site. On le connaît. Aujourd'hui, l'état de l'art de la connaissance, c'est pas de mettre un antivirus, c'est de mettre un EDR. Ça, c'est dit. Mais ce qu'il faut comprendre surtout par ça, c'est que c'est mouvant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont défini comme ça. C'est que l'état de l'art de la connaissance en cyber aujourd'hui, c'est pas de l'art de la connaissance de demain. Et que ça va évoluer, ça peut évoluer plus ou moins vite selon l'évolution des attaques. Mais ils peuvent pas être plus précis que ça. Sinon, ils vont figer un truc et dans 10 ans, ça sera plus valable. Donc c'est très bien. Mais NIS 2 dans la PME, parce que c'est ça le sujet. On estime qu'en France, c'est à peu près 30 000 entreprises visées. Vous avez vu mes stats du début de l'INSEE, là ? En France, il y a 160 000 PME. Donc allez, mettons que sur les 30 000, on parle de 20 000 PME. Il nous en manque un bout quand même. Hein. On parle de 140 000 entreprises qui ne sont pas visées par NIS 2. Alors, il y aura un effet... donc, est-ce qu'on s'en moque ? Il y a deux critères qu'il faut considérer. Le premier, c'est qu'on peut être tout petit et être NIS 2. Ça dépend de la criticité dans l'écosystème dans lequel on est. On peut être des entreprises de 2 personnes. S'ils gèrent quelque chose qui est stratégique pour la région, ils peuvent être NIS 2. Mais il y a aussi l'effet de cascade. C'est-à-dire que si on travaille avec quelqu'un qui est NIS 2 et qu'on a un niveau de cyber qui est un peu moche, on risque de se faire un peu sortir de la sous-traitance, si c'est le cas. Mais il n'empêche que les PME qui vont être NIS 2, alors je ne veux pas me risquer à des statistiques parce qu'on n'a pas encore la liste. Ça aussi c'est l'autre blague, mais je ne vais pas rentrer dedans sinon il me faut 1 heure de plus. Mais ça ne dépasse pas les 20% dans tous les cas. Alors pourquoi je mets ça comme photo ? Parce que mon problème, il n'est pas dans ceux qui vont être NIS 2. Ceux qui vont être NIS 2, c'est très bien, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont avoir du boulot, des budgets à sortir, c'est une chose. Le problème, il va être pour les autres. Rappelez-vous le début de la présentation. Les attaques sont... Merci. Il y en a un qui suit. 2, 1,5, allez. Les attaques sont opportunistes. Ça veut dire que quand vous avez entre 10 et 20% des PME qui montent le niveau, qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Elles sont plus attaquées. Et effectivement, elles vont se prendre, moi ce que j'appelle l'effet de troupeau, parce que c'est comme ça que ça marche, un effet de troupeau. Quand vous avez des félins qui attaquent un troupeau, ils n'attaquent pas en cœur de troupeau, ils attaquent sur les côtés de ceux qui sont un peu à la bourre. La cybersécurité, ça marche comme ça. Donc moi, mon problème, il est sur ces PME-là. Comment on fait pour les amener avec nous, pour les sécuriser, et pour qu'elles ne se prennent pas le double effet NIS 2, qui est le mauvais effet, pour le coup. Et merci, on dit que j'ai fini.